Nous allons à présent aborder les paratextes d'autres genres littéraires, la poésie et la philosophie, et nous allons commencer en écoutant Gianluca Del Mastro, qui est professeur associé de papyrologie à l'université de Campanie Vanvitelli et de paléographie à l'université Frédéric II de Naples, éminent spécialiste pour l'édition critique de textes, mais aussi de tout ce qui touche à la restauration et à la conservation des supports de l'écriture antique, pas seulement des papyrus, mais aussi des tablettes, des fresques. Vous vous occupez notamment d'appliquer les avancées technologiques les plus récentes pour permettre la lecture des manuscrits carbonisés. Et vous avez créé en 2005 le catalogue digital des papyrus d'Herculanum. Et aussi, vous vous occupez de la technique de restitution, des techniques de restitution informatique des textes antiques. Vous allez nous parler à présent des personnages grecs et romains dans les paratextes des papyrus d'Herculanum. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et je tiens à remercier Francesca, Dario Mantovani et Arnaud pour l'organisation, pour m'avoir invité. C'est très difficile de parler après vous parce que j'ai trouvé magnifique les choses que vous avez présentées. Et là, je commence en parlant brièvement d'un projet de mon université. C'est le projet Limina. C'est le projet qui part des paratextes de Dante. Et dans l'université de la Campania, on a commencé à étudier les paratextes de Dante. On a fait plusieurs expériences sur ça. Et on a aussi une revue scientifique arrivée au numéro 5 maintenant, qui c'est Limina, Intorno al testo. Et j'ai pensé de la montrer parce que c'est spécialisé sur ce que nous disons aujourd'hui. Mais et dans Limina, il y a des articles aussi de paléographie, de littérature européenne moderne, mais aussi en partant de la papyrologie. Et je m'occupe de ça. Je m'occupe des papyrus d'Herculanum, comme quelqu'un de vous le sait, qui constitue une mine inépuisable de textes presque exclusivement philosophiques qui ne nous sont pas parvenus par la tradition médiévale. La quasi-totalité des papyrus conservés dans la bibliothèque de la célèbre villa dite des Pisons contient des textes de philosophie épicurienne. Mais on y trouve également quelques papyrus stoïciens ainsi qu'un nombre non négligeable, entre 70 et 90, de papyrus latins. Ma présentation aujourd'hui mettra en lumière quelques interactions intéressantes entre les deux parties grecques et latines de la bibliothèque, appelée de Philodème, du nom de l'auteur épicurien du 1er siècle avant notre ère le plus représenté. La richesse de ces produits de la culture antique, comme on peut facilement l'imaginer, n'est pas seulement textuelle, mais aussi matérielle. Les livres d'Herculanum sont avant tout des objets écrits, issus d'époques différentes et plus ou moins apparentés aux mêmes livres qui nous ont restitué les sables d'Égypte. Pour cette raison, nous devons considérer les papyrus d'Herculanum sous l'angle paléographique et bibliologique. Ils présentent une richesse extraordinaire de mains scribales. Guglielmo Cavallo, en 1983, dans sa recherche, avait catalogué, avait analysé 34 scribes dans les papyrus d'Herculanum. Maintenant, nous sommes en train d'en reconnaître environ 50. Dans certains cas, plusieurs scribes travaillent ensemble à la copie d'un même rouleau. Cette coexistence, cette pratique collective, comme parfois on le dit, est attestée dès le noyau le plus ancien de la bibliothèque. Un élément paratextuel d'un grand intérêt est constitué par les signes. Les papyrus d'Herculanum, comme je l'ai montré lors d'un séminaire que j'ai donné ici l'année dernière,
présente une grande richesse de signes de division et de ponctuation, destinés à structurer des textes philosophiques souvent difficiles à lire. Dans l'ordre, qui l'on pourrait dire hiérarchique, c'est-à-dire selon leur intensité, on trouve la paragraphos renforcée, la diplée obélismène et la coronis. Ces derniers signes ne servent pas seulement à terminer élégamment l'ensemble du livre, mais apparaît aussi fréquemment lors d'un changement de section, comme une sorte de marque indiquant une nouvelle paragraphe. À l'intérieur de la ligne, on trouve l'espace vide et dans certains cas, la stigmée. Les ajouts, les erreurs et les corrections peuvent également être considérés comme des éléments pleinement paratextuels, au sens le plus large du terme. Dans les papyrus d'Herculanum, on rencontre des corrections inscribendo qui témoignent des sauts dans la lecture ou d'interruptions dans la copie. Du point de vue de la philologie, on peut supposer le recours à 2 ou plusieurs modèles différents ou encore des collections à partir de plusieurs exemplaires. Les corrections de moindre importance se trouvent généralement supralineam, mais il existe aussi des cas d'ajout et de correction dans l'espace entre les colonnes. Et comme nous le verrons, plus en détail par la suite, dans les marges supérieures et inférieures qui se sont souvent conservées. Un autre élément paratextuel de grand intérêt sont les titres. Dans mon livre de 2014, j'avais recensé 120 titres, auxquels s'ajoutaient quelques dubbia. Aujourd'hui, ce nombre est légèrement plus élevé. Presque tous ces titres sont apposés à la fin du rouleau, mais nous possédons également une dizaine de titres initiaux, c'est-à-dire placés sous ce qu'on appelle le protocolon, collé au début du rouleau, ainsi que quelques titres externes, un titre sur le verso. Les titres initiaux et les titres internes sont pour nous plus difficiles à repérer et à lire. Pour les titres initiaux internes, il faut en effet considérer que la première circonférence, la première spire du rouleau, constitue la partie la plus carbonisée et donc celle qui s'est le plus difficilement conservée. Elle est complètement abîmée des fois. Si en revanche le titre est placé à l'extérieur, sur le verso du papyrus, pendant le déroulement avec la célèbre machine dite de Piaggio en 1800, qui utilisait des comment ça s'appelle? Des boyaux d'animaux. Et ils sont collés, le verso il est collé sur le carton. Et c'est pour ça que c'est impossible à voir. On a quelquefois quelques dessins qui nous aident à voir le titre ou les indications psychométriques avant l'ouverture. Aujourd'hui, la nouvelle technique de lecture non invasive des papyrus d'Herculanum par tomographie nous a restitué dans le papyrus 172 conservé à Londres. Vous le savez, il y a des papyrus à Paris, on a aussi des papyrus à Londres, parce que le roi de Naples, à un certain moment, a commencé à donner les papyrus un peu de partout. Et il les avait donnés, il avait donné 16 papyrus au roi George IV d'Angleterre. Et on a trouvé dans ces papyrus, ça c'est un papyrus pas ouvert, c'est la reconstruction virtuelle, vous pouvez voir le Philodème, Péri, Kakion, et puis il y a Kakion, ça se voit pas bien, Alpha. C'est le premier livre de Péri Kakion d'Evitis de Philodème. C'est un livre sur l'adulation, la kolakeia. Il est rare que dans les papyrus, et en particulier dans les papyrus d'Herculanum, la préposition se trouve sur la même ligne que le nom de l'auteur et que le numéro du livre figure sur la même ligne que le titre. Une hypothèse que l'on peut formuler dans ces cas, c'est qu'il s'agit d'une rédaction provisoire, d'un brouillon. En effet, un autre aspect paratextuel d'un grand intérêt dans les papyrus d'Herculanum est la présence de brouillons, c'est-à-dire d'œuvres de Philodème en version pas définitive, et aussi on a des versions définitives et aussi des rééditions, des nouvelles éditions en 1er siècle après notre ère des livres de Philodème. On connaît une dizaine de cas dans lesquels nous ne possédons pas seulement l'édition finale, mais nous possédons toutes les éditions jusqu'à la réédition nouvelle. Et ça, c'est un des cas les plus intéressants de l'Antiquité parce que ça date entre 1er siècle avant et 1er siècle après. Un autre aspect très intéressant, c'est la stichométrie, c'est-à-dire la mesure effective de la quantité de texte écrit, qui constitue précisément un autre élément caractéristique et particulièrement intéressant des papyrus d'Herculanum, comme nous le verrons plus loin.
Dans les colonnes figure le nombre partiel des stichoi copiés, tandis qu'à la fin du rouleau, on trouve le calcul total, exprimé selon la numérotation ionienne. Dans les titres apparaissent également d'autres informations comme le numéro de Célides, des colonnes, qui varie selon la mise en page, et dans quelques cas celui des collèmata, c'est-à-dire des feuilles du rouleau. Dans le cas que vous voyez ici, il est également indiqué qu'un correcteur a relu le texte. C'est diorthotai, il y a un monogramme pour diorthotai, c'est-à-dire que le texte a été corrigé. Dans 3 cas, concernant des papyrus du Perifusos d'Épicure, les papyrus parmi les plus anciens de la bibliothèque, on trouve aussi l'indication du nom de l'archonte sur lequel le livre a été publié. Très récemment, l'un de mes doctorantes, Alessia Galantuomo, grâce à de toutes nouvelles images multispectrales, a pu retrouver dans un papyrus du Perifusos d'Épicure le nom d'un autre archon, c'est-à-dire l'archon Simonide, qui était archon entre le 311 et le 310 avant Jésus-Christ. Cet élément paratextuel, qu'on peut aisément le comprendre, est d'une importance fondamentale, car il nous permet d'antidater l'œuvre d'Épicure aux années où il ne s'était pas encore installé à Athènes, c'est-à-dire avant le 307-306 avant notre ère, comme nous l'apprend Diogène Laërce. Depuis plusieurs années, je mène une recherche consacrée aux noms attestés dans les papyrus d'Herculanum, et je me suis aperçu que certains de ces personnages intéressants n'apparaissent pas dans le texte lui-même, mais comme éléments paratextuels, dans les espaces entre les colonnes ou dans les marges du papyrus. Aujourd'hui, je voudrais analyser avec vous 4 cas les plus significatifs. Alors, le premier cas, c'est le cas de Poseidonax. Nous trouvons dans le De Rhetorica, le livre sur la rhétorique, le 3e livre de la rhétorique de Philodème, on trouve en dessous du bloc titre, vous voyez un peu plus en bas, le nom de Poseidonax, fils de Biton, qui a écrit Célides 204 colonnes. Et le premier à comprendre que la main de Poseidonax était la même main du texte a été Guglielmo Cavallo. Et ils sont pratiquement c'est le même scribe avec un ductus plus vite, il écrit un peu plus vite. Et c'est très intéressant parce que là on a la certitude que c'est le scribe du papyrus parce que c'est la même main qui l'écrit et il dit combien de colonnes il a écrit. Bertrand Emmerdinger a supposé une origine athénienne de ces papyrus, mais aujourd'hui nous savons qu'il a été copié en Italie. Et il pensait que Poseidonax, c'était un libraire athénien du 1er siècle qui aurait voulu écrire le numéro des colonnes pour se faire payer, parce que c'était une indication de paiement. Mais ce n'est pas pour les Célides, ce n'est pas pour les colonnes, parce que les colonnes, ce n'est pas une mesure objective du texte, ce n'est pas réel, c'est la stichométrie, la mesure réelle de quantité d'écriture. En ce qui concerne Poseidonax, comme son père Biton, la recherche onomastique pour le 1er siècle n'a pas donné de résultats significatifs. On a un Poseidonax attesté à Éphèse au 1er siècle avant notre ère, rien de plus. Ce nom n'apparaît pas dans les papyrus égyptiens. En revanche, un Biton, c'est-à-dire son père, sous la forme de Tiberius Claudius Biton, est attesté dans une inscription funéraire provenant de nord de Naples, Champfrégren. Celui qui est décédé avait 85 ans et l'inscription peut être datée de la fin du 1er siècle après notre ère. Ce nom pourrait être compatible avec nos personnages. Peut-être qu'il venait de Puzzolo parce que vous le savez qu'Herculanum avait plusieurs connexions avec Puzzolo, on le verra après. Poseidonax devait être un esclave chargé de la copie des livres, comme beaucoup d'autres dont nous avons connaissance dans l'Antiquité et dont le nom est difficile à retrouver dans d'autres types de documents. Une indication analogue se trouve à la fin d'un papyrus de Philodème, le 4e livre du De Morte, sur la mort de Philodème. Après le nombre de colonnes, cette fois dans la même position, mais écrit en toutes lettres, Célides, Hécaton, Deca, Octo, 118 colonnes, on lit un peu plus bas 4 lettres. En 1882, Théodore Birth proposa la lecture Dionysiou, mais vous le voyez bien que ce n'est pas possible de lire Dionysiou. Maintenant, c'est facile parce qu'on a les images multispectrales. À l'époque, ce n'était pas si évident. Domenico Comparetti, en 1910, pensait que le phi que vous voyez
que vous voyez là-bas, c'était en réalité un delta avec un iota pour dire que quelqu'un avait corrigé diorthotai, il avait corrigé le texte. Mais il ne lisait pas les autres lettres qu'on voit après. Plus récemment, Tiziano Dorandi a lu dans la dernière ligne philo, là vous le voyez, c'est assez clair, philo, mais il pensait qu'on a une coupure, qu'il a une lacune. Et a proposé de reconnaître une reprise du nom de Philodème, qui selon lui, pourrait fonctionner comme un génitif dépendant de l'indication du nombre de colonnes, c'est-à-dire 118 colonnes de Philodème. Daniel Delattre, dernier éditeur du papyrus, accepte cette lecture tout en reconnaissant que la question reste à ce jour irrésolue. Même si la lecture de Dorandi est claire et évidente, il me semble toutefois que la reprise du nom de Philodème n'aurait guère de sens, à moins de supposer la mention d'un titre alternatif, comme cela arrive parfois, c'est-à-dire peri rhetoriques et, comme on l'a vu ce matin aussi, ou autre chose. Je voudrais proposer ici 3 observations. La première, c'est qu'on voit très bien qu'entre l'indication de nombre de colonnes et la lettre philo apparaissent des signes de séparation. Un peu plus bas à gauche de philo, peut-être il y a 2 traces de lettres, là peut-être, mais avant de prendre l'avion, hier je suis allé à la bibliothèque, je suis revenu à voir, je ne sais pas si c'est un nombre de l'image multispectrale peut-être, c'est très difficile à voir, j'ai vu l'original hier matin. Mais l'observation la plus importante est qu'à droite de l'omicron, c'est-à-dire là-bas, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de lacune, et le papyrus est intact. Si l'on voulait reconnaître le nom de Philodème, il faudrait donc admettre une abréviation du type Philodémou, qui n'est jamais attestée. De plus, il semblerait étrange d'abréger le nom de l'auteur immédiatement après l'indication du nombre de colonnes. La main qui écrit Philo est différente de celle qui copie le texte et de la main qui a ajouté l'indication du nombre de colonnes. Sur la base de ces observations et à titre purement hypothétique, on peut envisager qu'il s'agit d'un scribe différent de celui qui a copié le texte. Il aurait tenté, dans un second temps, d'écrire en grec, parce qu'il faut s'expliquer philo avec omicron. Et je me l'explique seulement comme ça, si vous avez des autres propositions, vous me direz. Il tente d'écrire en grec, mais en le translittérant en latin, le nom philon, philonis. Un nom grec très courant qui conviendrait parfaitement à un scribe, un réviseur ou un ancien propriétaire de livre. Je passe au troisième cas, c'est le cas de Nicanor. C'est le cas qui est attesté c'est un cas particulier attesté dans le papyrus 1065. C'est une œuvre de Philodème encore intitulée Sur les signes, mais les signes pas dans notre sens d'aujourd'hui. Les signes doivent être compris comme les éléments fondamentaux de la logique inférentielle épicurienne. Ce papyrus présente également de manière assez remarquable un nombre très élevé de signes critiques. C'est une coïncidence. Le papyrus plein de signes, il parle des signes de la logique. Comme je l'ai montré il y a déjà plusieurs années, cette abondance de signes s'explique par la structure très particulière de l'ouvrage. Philodème y présente en effet une série d'objections adressées à la théorie logique des représentants récents de l'épicurisme, en particulier son maître Zénon de Sidon et Démétrius Lacon. Ces objections proviennent soit d'enseignements qu'il avait entendus directement dans le cas de Zénon, soit d'informations transmises par son ami Bromios. Il dit Philtate Bromios, il a son ami qui lui a dit les objections à la théorie logique des épicuriens, et aussi il trouve des objections aussi dans les livres. Et là, il y a l'indication de la marge inférieure, en mento Démétriaco, dans le livre 1, 2, 3 de Démétrius. Le fonctionnement du texte des signes est le suivant. Dans chaque section, les différentes objections sont d'abord présentées successivement.
Il y a la présentation de toutes les objections pour 12 colonnes. Puis, après, elles sont reprises et discutées une à une. Il faut imaginer qu'il aurait été assez difficile pour le lecteur de parcourir continuellement le rouleau pour retrouver à chaque fois l'objection et la reprise et la réponse de l'autre côté. Et c'est pour cette raison qu'il a copié peut-être dans son modèle les signes. Il a mis le même signe pour chaque objection et le même signe pour la reprise de l'objection. C'est un système vraiment très difficile, très, très compliqué, mais ça marche. Parce que chaque fois que nous avons une objection, nous avons le même signe dans la reprise. Dans quelques cas, cependant, apparaît un signe particulier. Ce signe-là. Il y a dans l'espace entre les colonnes un nu qui, en dessus, a une alpha. On le lit assez clairement. J'exclus qu'il puisse s'agir d'une note stichométrique. La première chose qu'on pense, on pourrait penser que c'était de la stichométrie mis tous les sens stichoi. J'ai récemment proposé une reconstruction du rouleau qui devait mesurer moins de 4,50 m et contenir 57 colonnes. J'ai fait la reconstruction comme on l'a fait aujourd'hui et je suis arrivé à dire un peu toutes les mesures bibliologiques de ces rouleaux. Les stichoi, 100 stichoi ne correspondent pas à 100 lignes réelles du texte. Un stichos comprend en moyenne 34 à 38 lettres, soit environ 16-18 syllabes. Notre nu, c'est la 13e lettre de l'alphabet, serait donc le stichos 1300. Mais le papyrus, selon les calculs que j'ai effectués, avait en total 650 stichoi. Pourtant, peut-être peut pas être possible que le nu, c'est le 1300. Et puis, on l'a répété 4 fois. C'est pour ça que c'est impossible. Comme j'avais déjà observé en 2018, dans les 3 passages du texte correspondant aux endroits où apparaît la lettre nu, il y a dans 3 des 4 cas, on a le terme aparallactos qui indique la non-différence, autrement dit l'identité dans le processus d'inférence par similarité. C'est-à-dire que Philodème a mis le signe quand on parle de la non-identité entre dans l'inférence par similarité. Ce signe alors n'est pas une abréviation destinée à indiquer une opération particulière, mais peut-être que c'est encore une fois un nom. Et si on lit l'ensemble des lettres NA, pourrait revenir le nom de Nausifan de Théos, qui c'était maître d'Épicure et celui a été critiqué ensuite très vivement par Épicure lui-même. Il est vrai que Nausifan s'était intéressé aux relations entre sciences de la nature et théorie de la connaissance, mais ayant vécu au IVe siècle avant notre ère, il est chronologiquement assez éloigné des personnages évoqués dans ces papyrus. Ici, Philodème semble plutôt faire référence à des figures, à des débats qui sont, lui, très proches dans le temps. C'est-à-dire, il parle de son maître, il ne parle pas de personnages de 3 siècles avant. On peut donc formuler une seconde hypothèse. Nous savons que le nom du grammairien Nicanor, grammairien du 1er ou 2e siècle après notre ère, apparaît parfois dans les commentaires transmis par les papyrus gréco-égyptiens pour signaler les remarques de ces savants. Or, un personnage portant ce nom, pas lui, un autre, apparaît aussi également dans les papyrus d'Herculanum. C'est un adversaire de Philodème. Dans ces papyrus, qui a un titre très bizarre, c'est un apax prostus fasco bibliacus, c'est-à-dire contre ceux qui prétendent avoir lu les livres des maîtres. Dans les colonnes finales, l'auteur s'en prend un certain Nicanor et affirme qu'il ne reprendra aucune des accusations adressées contre lui et les siennes. Dans le cas de Designis, il est donc possible que Philodème indique ici des passages à mettre en relation avec ce qui disait Nicanor, ou peut-être avec des arguments que Nicanor avait critiqués. Si l'on interprète alpha placé sur le nu comme une indication numérique, comme ça se passe parfois, il pourrait s'agir du numéro d'un livre, en l'occurrence le premier. Dans cette perspective, le passage du texte renverrait
au premier livre d'un œuvre, probablement de logique, attribué à Nicanor, le premier livre de Nicanor. Dernier personnage que je présente cet après-midi, c'est Marcus Octavius. Il y a le nom de Marcus Octavius dans deux papyrus. On le savait déjà qu'il était dans deux papyrus, dans le papyrus du deuxième livre De Natura d'Épicure et dans le papyrus de Polystrate De Contemptu, sur le mépris irrationnel des opinions populaires. C'est un titre très très long. Et le premier, le papyrus de Périphuse, c'est un papyrus du 3e siècle avant notre ère. Et le deuxième, le papyrus de Polystrate, même si Polystrate il est vécu à l'époque d'Épicure, c'est un papyrus daté entre la fin du 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après. Là, j'avais déjà parlé de ces cas il y a un an, mais là, j'ai fait des progrès et je voudrais les partager avec vous. De nombreuses conjectures ont été émises sur qui est Marcus Octavius. Gompertz, Diels, Scott et Merdinger qui pensaient que c'était le propriétaire de la villa des papyrus. C'était le nom dans les papyrus, c'était le nom du propriétaire. Qu'il avait acheté les papyrus pour sa villa, pour sa collection dans la villa des papyrus. Puis encore Guglielmo Cavallo, qui pensait que c'était le propriétaire des rouleaux ou quelqu'un qui allait étudier les rouleaux et avait laissé son nom. Et puis Tiziano Dorandi en 1987, partant de la datation différente des rouleaux, a émis l'hypothèse prudente que Marcus Octavius aurait pu être le commanditaire des papyrus de Polystrate et qu'il avait acheté le plus ancien, celui d'Épicure, sur le marché libraire. Mario Capasso pensait en 2010 que Marcus Octavius était un lecteur ou un ancien propriétaire des rouleaux, à qui Lucius Calpurnius Piso, c'est-à-dire le probable propriétaire de la villa, les aurait achetés à la fin du 1er siècle. Le fils de Pison, le beau-père de César. Marcus Octavius est un couple prénomen-plurnomen très courant. Si nous ne voulons pas penser que nos deux volumes ont été signés à Rome, hypothèse très probable, et Merdinger pensait que c'était un édile des années 50 avant Jésus-Christ. C'est seulement en Campanie que nous trouvons quelques attestations dans la période qui nous intéresse, mais pas Herculanum. À Puzzol, nous avons une inscription sépulcrale conservée à Sydney, datant du 1er et 2e siècle après notre ère, et où pratiquement seul le nom peut être lu. Une tablette de Murecine, donc trouvée à Pompéi, mais provenant de Puzzol, datée 44 après notre ère, dans laquelle un certain Marcus Octavius Fortunatus est mentionné. En laissant de côté les autres inscriptions trop tardives, l'inscription la plus intéressante portant ces noms provient de Pompéi. Elle est datée entre les années 60 et 40 avant notre ère. Et on lit le nom d'un certain Marcus Octavius, fils de Marcus. Ce qui, étant donné le monument funéraire très élégant dans lequel l'inscription a été trouvée, fait penser à un personnage important. Peut-être que c'est notre personnage qui était partagé entre Pompéi et Herculanum. Mais Marcus Octavius, comme vous le savez, c'est un nom assez diffusé. J'ai remarqué que l'écriture, la main qui écrit le nom de Marcus Octavius, est la même main qui, dans le papyrus de Polystrate, a ajouté des notes dans les marges. Et les notes sont très intéressantes parce qu'elles sont des varie lectiones. Il a collectionné le manuscrit de Polystrate avec des autres manuscrits de Polystrate et il a ajouté les différentes lectures dans les marges. Il est très respectueusement, il ne touche pas le texte, mais il met Marcus Octavius met les autres lectures dans les marges et il connecte le texte et les lectures avec un signe de diplet. Quindi Marcus Octavius n'est donc pas le propriétaire de la villa, c'est un lecteur, comme l'avait déjà dit quelqu'un, mais c'est aussi un philologue, évidemment un épicurien qui se soucie de l'exactitude des textes épicuriens et vérifie plusieurs fois d'autres modèles pour trouver les textes les plus corrects. En cela, il se situe parfaitement dans la ligne tracée par un autre épicurien. Je vous montre un autre ajout dans les marges. C'est la même main qui a écrit Marcus Octavius. Et il y a un autre épicurien, Démétrius de Lacon, qu'on a déjà vu dans le papyrus sur le signe,
qui dit toujours que c'est important de faire de la philologie pour les textes des épicuriens. Et Marcus Octavius est quelqu'un qui prit ces messages de Démétrius et il le fait dans les textes. Il va chaque fois à contrôler les autres, apanta antigrapha. Il va regarder les autres textes pour trouver les variantes textuelles et rendre les textes des épicuriens plus corrects. Et je suis allé un peu encore plus loin. Dans un autre papyrus de Polystrate, je vous montre pour la première fois, vous me faites confiance parce que la photo, là, c'est... non, mais le problème, c'est que les papyrus d'Herculanum sont en 3 dimensions. Ils ne sont pas flat, Laurent, nous le savons bien. Ils sont complètement pliés. Et là, on a des nouvelles images de ces papyrus-là, on ne l'a pas encore fait, des images de la photogrammétrie qui permet de bouger le morceau de papyrus virtuellement. Parce que si on le bouge, va tomber tout le charbon, il va tomber par terre. Et là, vous le voyez, il y a dans la marge supérieure, il y a quelque chose, ça se voit dans une pli, et c'est un mu. C'est un mu qui, à partir de la différence du clair-obscur, ça me semble être latin. Et c'est dans l'avant-dernière colonne, comme dans les autres 2 papyrus, dans la même position, là où on avait le nom de Marcus Octavius, sur un autre papyrus de Polystrate. Là, je suspecte que c'est encore notre Marcus Octavius qui a travaillé sur un autre texte. Il n'est pas intéressé à Philodème du tout, il fait bien. Mais il est intéressé au texte des maîtres de l'épicurisme, c'est-à-dire Épicure et Polystrate. Et la dernière chose que je vous montre, c'est un papyrus latin qui n'a rien à voir avec les papyrus grecs qu'on a vus jusqu'à maintenant. Vous le savez que le papyrus latin d'Herculanum se trouve dans un état plus fragmentaire que les papyrus grecs. Je pense que cela dépend des modalités de conservation, c'est-à-dire que les papyrus grecs n'étaient pas rangés, les papyrus latins n'étaient pas rangés dans les armaria comme les papyrus grecs. Là, j'ai des évidences documentaires de 1700 quand on a fait les fouilles d'Herculanum qui nous montrent que les papyrus latins étaient ailleurs. Et c'est pour ça qu'évidemment, ils sont plus endommagés. Et les couches sont complètement enchevêtrées et on peut lire que quelques séquences de lettres. Aussi dans ces papyrus-là, la papyrus 863. Dans la zone, dans la partie finale de ces papyrus, j'ai trouvé des signes. Des signes, et ce n'est pas seulement ces signes-là, mais il y a plusieurs signes. C'est toute la subscription, il y a des signes ornementaux, et ce sont les mêmes signes qui apparaissent dans un autre papyrus, un papyrus grec, qui n'a rien à voir avec celui-là. C'est un papyrus d'Épicure, cette fois-là. Ça veut dire que j'ai fait une analyse aussi de l'écriture du papyrus grec, et déjà, Guglielmo Cavallo avait vu que dans le papyrus grec, il y a une main latine. Il y a quelqu'un qui s'est formé graphiquement au latin et il est allé copier un manuscrit grec. Je suis allé encore plus loin et je me suis rendu compte que la main du papyrus latin et la main du papyrus grec est la même. Ils sont la même personne. C'est quelqu'un qui écrivait en latin, qui a écrit le papyrus latin et qui a écrit le papyrus grec en même temps. Papyrus d'Épicure, attention, ce n'est pas de Philodème. Pourquoi ça c'est important? Io faccio riferimento a te, non casualmente. Il y a 20 ans, je crois, Paolo Radiciotti, et puis Serena Ammirati, et puis moi-même, on a lu tous les trois, on a lu le nom Octavius dans ces papyrus. Et ça c'est bizarre, quand je suis venu là l'année dernière, j'avais complètement oublié d'avoir publié ça. Et quand vous m'avez appelé pour venir ici cette année, je me suis dit, mais j'avais déjà dit ça, et j'ai mis les deux choses ensemble. Octavius, Marcus Octavius, mais il y a aussi un papyrus avec Octavius. Et Octavius est un personnage, c'est le même personnage qu'on retrouve dans le titre. Et le personnage du titre, c'est le même personnage qu'on retrouve dans le texte. Peut-être qu'il a été tué. Je vous dis ça aussi. Peut-être. Les couches sont superposées. Il faut faire un travail technologique il faut voir sous la couche.
Et on pourra le faire, je crois, l'année prochaine. Et la même personne qui a écrit ce texte, c'est la même qui a copié le texte grec d'Épicure. La même famille de textes sur laquelle Marcus Octavius faisait son activité de philologue. Alors, Marcus Octavius, et je vais terminer là, c'est pas le propriétaire de la villa, tout à fait. Et c'était un de ces romans qui s'intéressait à la philosophie épicurienne. Mais il ne fut pas ensemble amateur, l'un de ces romans qui suivait la doctrine d'Épicure seulement superficiellement. Et il était un érudit attentif et curieux, engagé à rétablir le texte des premiers maîtres, un roman qui posséda les livres épicuriens et suffisamment important pour que probablement quelqu'un décida d'écrire un texte sur sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un a écrit sur Marcus Octavius, parce qu'il était important pour l'histoire de la famille qui habitait dans la villa et aussi pour la restitution philologique des textes des maîtres épicuriens. Je vous remercie de votre attention.